La forêt retenait son souffle comme si chaque branche tivait ce peur de trahir un secret ancien. L'air sentait la terre humide et le fer chauffé, et une odeur de mousse se collait aux cheveux mouillés de Clémentine. Elle avançait à pas mesurés, les bottes englouties par la boue, le visage tiré par la fatigue, les lèvres craquelées par des nuits passées à compter les étoiles pour chasser la peur. Le cri qui fendit l'obscurité n'était pas le vent, c'était un son aigu et brisé qui tirait les entrailles et qui fit battre son cœur plus fort que la prudence. Elle sentit la neige fondue sur ses épaules, le goût de métal sur sa langue, le frisson d'une plume touchant sa peau. Elle avait toujours su écouter quand la forêt parlait, et ce soir, la forêt suppliait. Clémentine s'arrêta. Elle vit une trouée de lumière lunaire sur la clairière, entendit le souffle court d'un âtre qui se débattait, vit le pelage trempé d'un petit loup aux yeux mi-clos et sentit la panique comme un goût amer. 3 silhouettes se penchaient sur la petite chose, leur rire résonnant comme du verre brisé. Elle savait ce que son choix impliquerait, rester dans l'ombre ou se lever et perdre la vie qu'elle avait construite dans la fuite. Elle prit une décision qui allait réveiller quelque chose de vieux et de dangereux en elle, quelque chose que les anciens appelaient Lifewaver. Ce que son acte déclencherait changerait une dynastie et réveillerait un Matobon que personne n'osait nommer. Préparez-vous à ressentir le cours d'une destinée qui transforme la peur en force et l'abandon en maison. Enfance. Clémentine était née dans un hameau de berger, la peau pâle comme la sève d'un bouleau et les cheveux déjà clairs aux 7 ans, signe pour certains qu'elle était marquée. On l'appelait l'étrangère parce qu'elle parlait peu et voyait les ombres où les autres voyaient du soleil. Sa mère, Aline, lui apprit à repérer les plantes qui soignent et à écouter les vieux chants qui guident les bêtes blessées. Formation. Adolescente, elle quitta la maison pour apprendre le métier des healers, passant ses journées à plonger ses mains dans l'eau chaude et à apposer des compresses, apprenant à compter les battements pour trouver la vie qui persiste. Perte et rupture. Une nuit de blizzard, sa mère disparut sans trace lors d'une patrouille, accusée par certains d'avoir tenté un rituel proscrit, et Clémentine fut rejetée par la meute locale, comme si la peur pouvait coller à la peau. Présent. Elle vivait depuis 7 ans comme une ombre, mendiante d'abri, main qui pense sans demander, refusant un clan qu'elle croyait incapable de la vouloir. Ces années sculptèrent en elle une résilience qui tenait à la fois de la cuirasse et d'une profonde solitude. Et c'est cette solitude qui la rendit sensible au Lifewaver caché dans son sang. Ce passé liait chaque geste à la nécessité de réparer l'injustice et expliquait pourquoi elle courait vers un cri plutôt que de le fuir. La découverte du petit loup fut un éclair de douleur et de tendresse. Le fil de ses plaintes vibra dans l'air comme un collier de verre. La plaie saignait d'un rouge vif qui sentait le fer, la neige autour de lui était tachée, l'odeur du pelage mêlait salive et peur. La main de Clémentine trembla en touchant la fourrure. « Qui ose laisser une créature souffrir ?» dit une voix moqueuse. « Une pauvre oméga solitaire, voilà le spectacle !» ricana un autre. La lumière de la lune leur envoyait des ombres longues et grises, les branches craquaient, la respiration de Clémentine résonnait comme des percussions dans sa poitrine. Elle se positionna entre l'animal et ses agresseurs, sentit le goût salé de ses larmes monter et la colère réchauffer ses doigts. La lame qu'elle portait était petite, mais elle n'avait pas peur de l'utiliser. « Laissez-le partir, dit-elle, la voix serrée. Vous n'avez pas le droit. » Les rires cédèrent à une provocation. Les 3 hommes avancèrent, l'un d'eux, Niels, brandit un bâton, Sacha, le plus grand, s'approcha en grinçant, et Élise, qui semblait plus jeune qu'elle ne paraissait, sifflait entre ses dents. Les paroles furent rapides, les coups plus rapides encore. Elle donna, reçut, sentit la chair se fendre, mais sentit aussi quelque chose d'ancien bouger sous sa peau, une chaleur liquide qui voulait jaillir et penser. Sa main, posée sur le pelage, sentit le petit cœur battre comme une cloche fragile. Ses souvenirs de sa mère, ses chants appris, tout afflua jusqu'à ce que le mot, murmuré par un souffle d'air, se déposait comme une pierre dans sa gorge. Lifewaver. La confrontation fut brutale et lente à la fois. « Tu vas partir et nous serons tranquilles, » dit Niels en montrant le sol couvert de boue. « Jamais, » répliqua Clémentine. « Tu ne comprendras pas ce que signifie prendre soin, » murmura Élise, presque surprise d'elle-même d'être attendrie. La lutte déroula 10 échanges de mots et de gestes qui firent vibrer l'air. « Arrêtez, vous m'entendez » cria Clémentine. « Pour qui te prends-tu » répondit Sacha. « Pour quelqu'un qui aime » dit-elle, et le son devant prière.
Les coups pluvaient, la neige se teignait davantage, la lame glissa hors de sa main, une douleur brûla au niveau de la cuisse, elle sentit le sang chaud couler et goûta le cuivre sur sa langue. Toujours elle parlait, parce que parler la gardait en elle-même. « Tu as peur de perdre ton statut, dit Niels. « J'ai peur de qu'on meure sans que quelqu'un ait essayé, répondit-elle. Le 8e échange fut le plus simple. « Pars, tourne-toi, oublie, dit Sacha. « Non, jamais, dit Clémentine. Elle prit le fil du Lifewaver comme on prend un fil vulnérable, le tira, le vida dans ses paumes, le versa sur la plaie du louveteau, sentit l'énergie comme de la soie brûlante qui rongeait sa force vitale. Les sensations furent multiples, la chaleur, l'odeur de pluie sur la pierre, le goût de sel sur sa peau, des images de son enfance, des sons de voix anciennement chuchotés. Le fil magnética l'air qui se courba autour d'elle. Le louveteau haleta, pesta, éternua presque, puis se dressa, frissonna, et un hurlement monta qui n'était pas que victoire mais convocation. Moment de tension 1. La fuite après la guérison. La clairière s'embruma d'une fumée légère et des silhouettes se dessinaient, la peur serra sa gorge, le monde tournoya sous ses paupières, une douleur explosa dans son flanc, comme si la vie lui avait été arrachée. Ses jambes tremblaient, le froid mordait ses orteils, elle entendit des pas lourds qui approchaient, le husoave monta et se changea en nom. Elle se redressa par force, sentit ses lèvres gercer, pensa à Aline, pensa au chant et prit le louveteau dans ses bras. Elle courut, la boue éclaboussait ses mollets, la forêt claqua autour d'elle comme si elle avait réveillé des géants endormis. Elle ne savait pas si elle allait tomber, mais tenait au louveteau comme au dernier éclat de sa vie. Il n'avait pas vu qui avait entendu l'appel. Le hurlement porta jusqu'aux frontières où habitait l'héritier Lucien, un jeune homme qui dormait au palais en proie à cauchemar de responsabilité, ses mains serrées sur un parchemin que la lune rendait pâle. Maëva, la guérisseuse du palais, et Roland, le vieux gardien, virent l'air se plisser et comprirent qu'une force rare avait été activée. Sacha, Niels et Élise reculèrent, inconfortables, quand la forêt sembla répondre par un frisson de fourrure. Clémentine, haletante, sentit une présence massive qui se tenait à la limite des arbres, une silhouette qui combinait autorité et curiosité. Le mot « alpha » vibra sans qu'on le dise, et bientôt des pas lourds montrèrent Armand, un alpha aux yeux profonds, entouré de gardes. Il regarda la scène, sentit la magie comme une brûlure et dit d'une voix qui calma la boue et l'air. « Qui a le droit de blesser l'innocence sous ma lune ?» Sa voix avait l'accent d'une promesse. Clémentine voulut reculer, elle avait été rejetée toute sa vie, elle n'attendait pas d'accueil. Mais la main qui prit le louveteau fut douce et ferme. C'était celle de Lucien, le fils héritier, qui, malgré sa jeunesse, sentait déjà le tiraillement d'une meute entière. Confrontation au palais. Le dialogue s'allongea, les échanges se multipliaient, chacun nommait sa vérité. « Vous avez tué Nuit de paix ici, dit Armand. »« Nous n'avions pas l'intention de faire du tort, » murmura Élise, honteuse. « Vous avez le droit de juger » demanda Clémentine, la voix sèche. « Pas quand la compassion est ce qui manque, » répliqua Maëva. Lucien s'avança, les doigts tachés de terre. « Laissez la femme parler, dit-il. » Et la pièce suivante fut peuplée de phrases qui revinrent comme des vagues. « Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour une bête ?» demanda Roland. « Parce que c'est ce que ma mère m'a appris, » dit Clémentine. « Qui est ta mère ?» demanda Maëva. « Aline, » dit Clémentine, et le nom tomba comme un signal. Lucien entendit la syllabe comme un écho de sa propre solitude. Les dialogues furent nombreux, jusqu'à 10 échanges clairs, chacun révélant une facette, la honte, la colère, la pitié, la curiosité. Armand, Alpha, prit une décision qui changea la trajectoire. Que Clémentine demeure ici pour soigner cet animal et que l'on évalue son don. Sa voix scella un pacte improvisé. Le Lifewaver n'avait pas seulement sauvé une vie, il avait réveillé une possibilité de mat-band que personne n'avait envisagée. Sacrifice et explication du Lifewaver. Maëva expliqua dans un ton révérencieux que le Lifewaver était un fil d'ancienne magie, documenté dans les archives du palais. Un pouvoir qui pouvait rendre vie, mais qui coûtait une part de l'âme du donneur. Elle décrivit le rituel en termes simples pour que tous comprennent, parler du flux sanguin, du toucher, du besoin de concentration, de la fatigue qui suit. On parla des risques forensiques, de la cicatrisation qui laisse des traces sous la peau, et Roland détailla les protocoles de soins qui suivaient un tel transfert. Clémentine raconta ce qu'elle avait ressenti, la brûlure, le chant, l'afflux de mémoire, et comment après le don elle avait vu des étoiles se fermer dans ses yeux.
Elle accepta la surveillance médicale et le prix qu'elle avait commencé à payer fut visible dans ses mains pâles et dans des nuits où elle se réveillait haletante. Conséquence immédiate. Le hurlement du louveteau avait attiré davantage que des gardes. Il avait appelé des anciens de la meute, des rogues errants et des voisins qui autrefois l'évitaient. Une invitation silencieuse s'étendit. La rumeur d'un pouvoir rare parcourut le palais et la cité. Lucien, jeune et curieux, vint souvent voir le louveteau, qu'il nomma Fine, et chaque visite rapprochait son cœur de la femme qu'il avait sauvée. Ils découvrirent des premiers signes d'imprint, des regards qui ne se détournent pas, des rêves partagés, des gestes qui comblent des manques. La tension monta quand certains conseillers du roi murmuraient que le lien était dangereux, que le mat-band pouvait bouleverser les alliances du clan. Théo, le conseiller, proposa d'étudier davantage. Élise, la jeune du bois, vint offrir un dossier de faits en sa faveur. Niels, honteux, s'éloigna. Sacha invita le silence. Roland prit en charge la garde. Moment de tension 2. L'accusation publique. Une réunion fut convoquée où des voix s'élevèrent pour demander des explications. L'air sentait la cire des cierges et les doigts tremblaient sur les parchemins. Des odeurs de cuir et de sueur emplissaient la salle. Lucien se tint debout, les lèvres pâles, et parla avec force. « Qui sommes-nous si nous fermons nos portes à ceux qui sacrifient » dit-il. Armand, calme, répondit qu'il fallait protéger la meute. Les murmures montèrent, les noms furent prononcés, et la peur d'une instabilité politique créa un cliquetis de lames invisibles. Clémentine sentit les regards peser, elle entendit le cliquetis d'alliances qui pourrait se rompre, sentit un goût de métal dans sa bouche et l'odeur des bougies qui s'éteignaient. Elle prit la parole, partagea son histoire, ses chagrins, ses espoirs, et certains, comme Maëva et Roland, plaidèrent pour la compassion. Les échanges furent serrés et déchirants, mais Lucien choisit publiquement de soutenir la femme qui avait sauvé sa créature, et par là même, il marqua le début d'une coalition improbable. Transfert au centre de pouvoir. Clémentine fut installée dans une chambre humide mais protégée, une équipe de soigneurs surveillait ses nuits. Maëva administrait des tisanes qui sentaient les herbes de montagne, Roland veillait aux fenêtres, Théo classa des registres, Élise vint parfois apporter du pain croustillant. Niels commença à réparer les erreurs de son passé en fournissant des informations. Fin grandit, son pelage gagna en densité, ses yeux s'ouvrirent sur un monde où la main qu'il avait tenue était la même que celle qui panserait les plats du palais. Le materbon, encore fragile, se tissa en coups d'œil et en silence partagé. Lucien, qui n'avait jamais avoué son manque d'affection, apprit à parler doucement. Les descriptions sensorielles s'intensifièrent. La soie des couvertures, l'odeur de cuir du livre de registre, le bruit lointain d'un feu, la chaleur d'un bol d'eau sur la paume, la texture du pelage de fin quand il s'endormait contre sa joue. Moment de tension 3. La trahison du confident. Théo, qui avait juré loyauté, fut surpris en train de partager des notes avec un émissaire du Nord. Les papiers parlaient de mariage arrangé et d'accords violés, la trahison fut une lame froide dans la salle, la voix de Lucien trembla, les chandelles vacillèrent et la nuit semblait prête à fermer la porte. « Pourquoi » demanda Lucien. « Pour le maintien du pouvoir » répondit Théo. « À quel prix » dit Maëva. Clémentine se retrouva au centre d'un jeu dont elle n'avait jamais voulu être la pièce. La sensation sur sa peau fut celle d'un vent glacial, le goût de l'amertume, l'odeur de cire brûlée, le son d'un parchemin froissé. La décision d'Armand fut lourde et lente, et il choisit d'affirmer que la loyauté va au geste. Pas au titre. Théo fut démis, et sa déchéance fit frémir ceux qui calculaient encore. La meute se rassembla, non pas par peur, mais par une acceptation qui naissait de gestes concrets. Rupture et apprentissage. La relation entre Clémentine et Lucien se fit par gestes simples, par soins et par partage de secrets. Ils parlèrent longuement, souvent en 10 échanges qui disaient tout et ne disaient rien. « Pourquoi m'as-tu sauvé » demanda Lucien. « Parce que j'ai appris à ne pas laisser souffrir » répondit-elle. « Et si le prix était trop grand » dit-il. « Je l'ai déjà payé en années d'exil » répondit-elle. Les entraînements au Lifewaver devinrent rituel quotidien. Maëva enseignait les limites, Roland montrait la discipline physique, Armand expliquait la responsabilité d'un alpha. Lucien, guidé par désir et devoir, commença à comprendre que l'imprint pouvait être une force, pas une chaîne. Le clan, lentement, changea ses chants pour inclure la femme qui avait donné, et des noms autrefois muets se mirent à murmurer des bénédictions.
Les mois suivants furent d'apprentissage et de reconstruction. Clémentine retrouva un sens dans la routine. Elle et Finn formaient une famille de fortune. Élise et Niels travaillèrent à réparer les torts. Maëva devint une amie proche, Roland un protecteur taciturne, Armand un mentor qui offrit des conseils sans jugement. La vie reprit pied, parfois fragile, parfois forte, toujours marquée par le rythme de la lune et par le souvenir du sacrifice. Épilogo, 1 mois après. 1 mois passa, et la ville s'était adaptée à la présence nouvelle. Les marchés murmuraient le nom de Finn. Les enfants regardaient Clémentine en portant leurs doigts à la bouche. Lucien lui tenait la main en public, comme si ce geste avait été écrit depuis toujours. Clémentine se réveillait moins souvent en sueur, la douleur était un rappel constant, mais accepté, elle apprit à doser ses dons pour ne pas s'épuiser, et Maëva l'aida à reconstituer les tissus usés avec des remèdes anciens qui sentaient la résine et la menthe. Les soirs d'hiver, elle racontait la légende de la Lifeweaver et comment les anciens l'avaient employée pour sauver un roi autrefois. Les voix d'Armand et de Roland se mélangeaient au crépitement du feu. La relation entre Clémentine et Lucien avait trouvé un rythme. Regard, silence, petits gestes quotidiens. Finn explorait les couloirs du palais avec curiosité, reniflant les tapis et se pelotonnant aux pieds de ceux qu'il aimait. La population, peu à peu, cessa de murmurer pour saluer ouvertement la femme qui avait tout risqué. Épilogo, 3 mois après. 3 mois plus tard, les registres du palais avaient changé. Des lois furent amendées pour protéger les solitaires et reconnaître les actes d'empathie comme nobles. Théo avait disparu et les conseils chuchotaient encore sur les ruines de sa stratégie. Lucien prit la parole devant un rassemblement, parlant du courage qui se trouve dans les gestes humbles et La voix de la foule monta en soutien. Clémentine participait désormais aux cérémonies, habillée d'une tunique simple, les mains portant les cicatrices de son don, mais les yeux calmes. Les healers locaux venaient demander des conseils, Maëva enseignait des techniques de conservation d'énergie et Roland fut honoré pour sa loyauté. Le maid bond entre Lucien et Clémentine s'était approfondi sans perdre de sa complexité, il y avait des disputes, des réconciliations, des moments silencieux où tout se disait par une main sur la joue. Le symbole de la lune devint courant dans les ateliers du marché, un rappel que la nuit peut protéger autant qu'elle peut effrayer. Épilogue, 6 mois après. 6 mois s'étaient écoulés et la vie avait trouvé un nouvel équilibre. Finn était devenu une petite force vive, il courait entre les jardins royaux et les rues, une légende vivante qui rappelait le chemin parcouru. Armand organisa une cérémonie modeste pour sceller les nouvelles alliances et pour honorer ceux qui avaient pris parti pour la compassion. Lucien déclara publiquement son attachement et son intention d'intégrer les pratiques du Lifeweaver dans une formation respectée, pensée pour ceux qui portaient ce don et craignaient le coup. Clémentine accepta une place officielle comme guérisseuse du palais, non pas pour les titres, mais pour la possibilité d'enseigner à d'autres comment protéger leur énergie. La communauté se transforma, des familles autrefois divisées commencèrent à recevoir les solitaires et un petit groupe mené par Élise et Niels travailla à réparer les ponts brisés. Des chants nouveaux furent composés, mêlant paroles anciennes et paroles d'aujourd'hui, et quand la lune se leva claire, on put voir sur la colline des silhouettes qui yvaient en chœur, non plus pour dominer, mais pour célébrer la vie. Et dans le cœur même de Clémentine, il y avait la paix d'une femme qui avait traversé la peur et qui avait trouvé la force de rester. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires ce que vous donneriez pour sauver un être que vous n'avez jamais connu. Commencez votre phrase par « je donnerai » ou par « je ne donnerai pas » pour que la communauté puisse lire et répondre. Abonnez-vous pour d'autres récits de sacrifice, de Lifeweaver et de rédemption et rejoignez une tribu qui croit que la compassion peut changer les lois. Parfois, la peur qui nous tient sert de pont vers la force qui nous définit.